Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média que vous nous regardez sur YouTube, notre canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur lemediatv.fr. Nous avons besoin de vous. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et impose ses idées à travers des médias financés par des milliardaires pour apporter un autre son de cloche dans un paysage audiovisuel toujours plus à droite, voire à l'extrême droite. Le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix de celles et ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Au cœur de l'actu, c'est tout de suite. Aucune arme française ne tue à Gaza. Voici ce qu'a fermement déclaré le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour démentir toute implication de la France dans le conflit. Pourtant, à peine 10 jours plus tard, une enquête de Disclose en partenariat avec Deutsche balaie cette affirmation depuis le début de 2025. 3 chargements clandestins de pièces mitrailleuses ont quitté la France à destination d'Israël via le port de Fos-sur-Mer, près de Marseille. En parallèle, les dockers CGT ont bloqué 19 ballettes contenant 14 tonnes de pièces mitrailleuses Eurolinks destinées à Israël, déclarant que les dockers et travailleurs portuaires du golfe de Fos ne participeront pas au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien. La France est-elle alors complice ? C'est bien un rapport exclusif publié ce 10 juin basé sur les données officielles des douanes israéliennes révèle un flux ininterrompu et massif de composants d'armes français expédiés par mer et par avion depuis octobre 2023. Entre déclarations ministérielles, flux d'armes, répression d'une flottille pacifique et détention de l'élu Rima Hassan, la France se trouve à un carrefour moral et légal. Plusieurs Français sont encore détenus, qualifiés d'immigrés illégaux. Le gouvernement réclame le retour urgent et pourtant, après plus de 50 heures, la situation ne semble pas s'arranger. En plateau avec nous, Loïc, porte-parole du collectif Stop Arming Israël, Jacques Frochen, secrétaire général de l'association France-Palestine, et Paul Hellec, chroniqueur politique régulier aux médias. Bonjour Jacques, bonjour Paul, bonjour. Loïc. Merci d'être avec nous ce soir. Et on va démarrer cette émission en écoutant Sébastien Lecornu qui affirme, je cite, qu'aucune arme française n'est utilisée à Gaza. On écoute. Deuxième chose, et cette affaire est plus grave, cette désinformation qui est entretenue perpétuellement sur les présumées ventes d'armes de la France vers Israël. Je le redis et je le répète, il n'y a aucune vente d'armes françaises à Israël. Et il faut cesser cette désinformation, puisque, premièrement, je le rappelle, c'est une évidence, mais Israël est un des grands concurrents de nos industries de défense françaises et que, par définition, Israël n'attend pas les armes françaises. Que deux, vous avez des composants qui sont utilisés dans le cadre du dôme de fer, la défense sol-air d'Israël, et que nous assumons effectivement que ces composants sont des armes strictement défensives et protégeant les populations civiles israéliennes qui, me semble-t-il, doit être protégée. Je pense que c'est un élément consensuel entre toutes les formations politiques qui siègent ici au Sénat, du moins je l'espère. Et troisième chose, évidemment, des pièces détachées à des fins de réexportation dont souvent la France est le pays destinataire final de cette exportation. Pour, j'espère, clôturer et vous remercier, monsieur le sénateur, de me permettre de le redire une fois de plus dans un cadre parlementaire et dans le cadre d'un contrôle. Je vais remettre ce document qui est classé diffusion restreinte au président des 2 commissions pour la défense du Sénat et de l'Assemblée nationale avec la liste exacte des livraisons de ces composants pour 2024, document, monsieur le Premier ministre, que nous aurions dû remettre au Parlement au mois de septembre prochain. Et je décide donc, sous l'autorité de François Bayrou, de le communiquer dès maintenant pour, je l'espère, faire cesser cette désinformation qui nuit à l'intérêt général et à l'intérêt du pays. Donc on a entendu cette déclaration qui date d'aujourd'hui où il parle de désinformation et en même temps vous venez aussi de publier un rapport. En quoi est-ce que ce rapport est incontestable malgré justement les déclarations du chef des armées ?
commencer. Je veux bien commencer, oui. Donc on a avec un collectif d'organisations françaises et américaines, on a extrait les données des douanes israéliennes, parce qu'on n'a pas accès aux douanes françaises. Donc on est parti du pays receveur, et on se rend compte que chaque mois, que ce soit par bateau ou par avion, il y a des cargaisons de matériel explosif, grenades, torpilles, lance-flammes, fusils de chasse, ça rentre dans cette catégorie-là, qui partent de France et qui arrivent en Israël. Donc le ministre a beau jeu de dire c'est uniquement défensif, bon admettons, mais ce qu'ont découvert par exemple les dockers de Fos, c'est non seulement les maillons Eurolinks, mais c'est aussi du matériel de Aubert et Duval, qui est une boîte qui fait des tubes pour canons. Et donc ces tubes pour canons pour ensuite Elbit en Israël, qui ensuite des canons Cannon, quoi. Donc c'est pas des canons défensifs, c'est des canons offensifs. Il y a eu le Disclose à révéler que Thales envoyait des transpondeurs, donc des radars qui équipent ensuite les drones Hermes 900 qui bombardent la population. Et donc en fait la France vend plein de matériel militaire à Israël, qui sont du matériel offensif sur du drone. Bientôt on va apprendre qu'on équipe aussi des chars sur du missile, etc. Donc en fait la France a vraiment, les entreprises françaises ont un rôle crucial dans le matériel offensif létal d'Israël. Et donc ces preuves, elles sont irréfusables, parce qu'on a l'impression aussi qu'elles sont donc difficilement contestables par le gouvernement français. Et oui, c'est vraiment les chiffres que donnent les Israéliens eux-mêmes. Donc effectivement, en France, on a extrêmement de mal à avoir les informations. C'est classé secret défense. Mais en Israël, c'est pas les mêmes niveaux de sécurité. Donc c'est vraiment, on a extrait, c'est sur le site des douanes israélienne, tout simplement, il fallait juste aller voir. On a extrait les informations. Là, on a publié que ce qui concernait une catégorie qui est le matériel explosif, mais des catégories d'armes, il y en a au moins une dizaine. Là, on a juste fait le focus sur une seule, et c'est vraiment, c'est les Israéliens eux-mêmes qui disent on reçoit tout ça de la France chaque mois, quoi, par Orly et par bateau. Donc vraiment, c'est les Israéliens qui le disent. Donc effectivement, il faut peut-être qu'il accorde ses violons avec son homologue. Moi, il me semble que ce rapport que nous avons salué à l'association France-Palestine Solidarité est remarquable parce qu'effectivement, il est indubitable. Comme vient de dire Loïc, il cite des sources israéliennes, il les traite, il suit des avions français qui viennent de France ou qui font escale, etc., que ce soit des avions étrangers comme FedEx et d'autres, ou des avions français qui viennent directement en Israël. La ligne de défense classique du gouvernement français, c'est de dire mais on ne livre pas d'armes, vraiment, c'est des composants. Mais un composant, c'est essentiel dans une arme. On sait très bien maintenant que dans l'industrie d'armement, aucun établissement n'est capable de fabriquer une arme complètement et qu'on a besoin de composants top technique, si j'ose dire, de la part de tout le monde. Défensif. C'est aussi la ligne de défense. Mais le dôme de fer, il sert à protéger des bases israéliennes, dont décollent des chasseurs qui vont bombarder, évidemment, la Palestine, Gaza, etc. Et donc le distinguo défensif-offensif est très très subtil. Évidemment, le défensif rencontre la défense, la ligne générale de la diplomatie française, si on peut appeler ça encore une diplomatie vu les contorsions qu'elle fait, c'est-à-dire Israël se défend. Israël défend sa sécurité. Moi, je tiens à dire aussi, si vous me le permettez, que là on a un rapport immédiat, mais nous, notre but à la FPS, c'est de souligner l'urgence qu'il y a à arrêter ces ventes d'armes. Parce que tous les jours, on entend les chiffres, 30, 50 Palestiniens qui meurent en attendant de l'aide humanitaire qui est distribuée, ceci, cela. Il y a eu un éducide, il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'école. Dans les écoles, maintenant, il y a des réfugiés, il n'y a plus d'écoliers ou d'écolières. Et donc, nous pensons, nous, qu'il est absolument urgent d'arrêter ces contorsions et de faire cesser par des sanctions précises, réelles, économiques, qui nous sont demandées d'ailleurs, qui sont demandées on en parlera peut-être après, par le traité sur le commerce des armes qui date de 2014, ratifié par la France, qui interdit de livrer des armes quand elles servent à des fins, de répression, de tuer des civils, etc., et des moyens de vivre des civils. On le sait par les ordonnances de la CIJ. Enfin, je veux dire, il faut arrêter maintenant, il faut arrêter ce double langage. Il y a absolument urgence. On est en train de détruire un peuple
peuple dont on sait bien les rapports, Paul, vous le savez aussi, les rapports de solidarité fraternelle. On est en train de détruire une civilisation et à force de tourner autour du pot, on attendra la fin et on dira après, ah bah oui, c'était un génocide. Mais nous disons au présent, c'est un génocide et il faut l'arrêter tout de suite. Une réaction, Paul? Mais effectivement, d'abord, il s'agit d'un mensonge pur et simple, comme viennent le dire les intervenants, et ce qui n'est pas étonnant, parce que de la part du gouvernement français, pour avoir une forme d'information éclairée sur les affaires qu'il mène et sur les affaires des entreprises d'armement, vous n'aurez jamais une réponse honnête, si ce n'est le secret ou le mensonge. C'est un classique de la politique régalienne de l'État. Et deuxièmement, je dirais qu'il y a en plus des excuses grotesques. Donc on a effectivement l'idée de dire que c'est que pour se défendre, une arme pour se défendre, vous savez très bien qu'on peut l'utiliser pour autre chose, mais au dehors de ça, vous avez d'autres excuses grotesques. Vous avez par exemple l'idée que lorsque l'on vend des composants qui certes peuvent être utilisés dans le cadre offensif, par exemple, ce qui a été refusé de charger par les docteurs, qui sont des pièces qui permettent de lier les balles de mitrailleurs, on explique au gouvernement que finalement les licences qui sont données par la France, c'est pour que Israël puisse revendre ses composants à d'autres, mais pas pour les utiliser. Et l'on parle quand même d'un État qui a dressé la violation du droit international comme un sport national, et on croit que parce qu'on a une licence qui soi-disant leur interdirait de faire ceci ou de faire cela, ils tout d'un coup prendraient l'occasion pour une fois respecter les implications que lui demande la France. C'est une blague, on l'a vu, la diplomatie française, elle a été bafouée à chaque fois. En principe, depuis 20 mois, elle fait des communiqués de presse pour expliquer son indignation. Pas grand-chose de plus. Vous avez eu des gendarmes, vous avez eu des journalistes, toutes sortes de personnalités, y compris françaises, qui ont été absolument maltraitées par les autorités israéliennes. Mais vous savez, les Israéliens, ils ont toujours une stratégie, c'est la stratégie du fait accompli. Absolument. On fait, et ensuite, vous pouvez critiquer, mais de toute manière, peu importe, ils vous ont mis dans le fait accompli. Et s'il n'y a pas de volonté politique en face pour en finir, ce que nous a montré le gouvernement, c'est le résultat. Le résultat, c'est qu'ils tuent massivement tous les jours et encore aujourd'hui. L'une des lignes de défense, d'ailleurs, pour répondre avec Paul, avec qui je suis d'accord, l'une des lignes de défense pour autoriser les entreprises israéliennes, donc 9 entreprises israéliennes qui vont venir au Salon de Bourget, et nous menons de grandes campagnes, nous soutenons et nous participons aux associations de Stop Arming Israël France avec nos amis, c'est de dire, c'est pas vraiment pour la vente qu'ils viennent au Salon du Bourget, les entreprises israéliennes, dont, je le rappelle, la direction de la coopération internationale du ministère de la Défense israélienne. C'est pas une entreprise comme les autres. Donc, effectivement, il y a des tas de contradictions. Ce qu'on attend en France, pays démocratique, comme l'ont dit les députés qui ont soutenu aussi ce rapport, c'est enfin une transparence et des rapports de la commission de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat. On attend d'être informés réellement. Or, le rapport doit, je crois, paraître sous votre contrôle vers juin. On attend ce rapport officiel enfin. Mais dans cette démocratie qui est la nôtre, qui devient très très opaque, on ne sait pas grand-chose. Et justement, vous affirmez qu'il y a 15 milliards de munitions qui ont été expédiées en novembre 2023. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel volume et surtout en plein génocide? Alors, ce que dit le rapport, c'est pas 15 milliards de munitions, c'est 15 milliards d'articles qui entrent dans la catégorie bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, autres munitions de guerre. Donc c'est une catégorie très large. Donc on ne sait pas exactement ce que... Donc c'est ça le souci qu'on a, c'est qu'on a des chiffres sur ça part de France, il y a telle quantité pour tel prix, ça arrive en Israël. Les chiffres des douanes ne nous disent pas quelle est l'entreprise, à quoi ça correspond exactement et qui reçoit ensuite en Israël, quoi. Mais effectivement, il y a bien ce chiffre de 15 milliards qui apparaît dans les chiffres des douanes israéliennes. Et ça a été dit par les autres intervenants. En France, qui est quand même le deuxième vendeur d'armes au monde, donc on est vraiment un pays énorme producteur d'armes, on ne sait pas précisément ce que vend la France, à qui, etc. Et encore moins pour Israël. On sait juste qu'il y a 20 millions en moyenne d'euros de matériel militaire vendu à Israël. Ça, c'est les ventes juste directes. Mais après, le reste, c'est secret défense, c'est à la discrétion de l'État. Il n'y a aucune transparence. Et toutes les informations qu'on a obtenues, c'est ou bien parce qu'il y a des communiqués de presse, parce que quand même, ils ont signé un gros contrat, donc ils annoncent donc certains contrats sont annoncés, et c'est le travail d'investigation, de médias d'investigation qui permettent de dire, bah voilà, là, il y a quand même, on sait qu'il y a eu par exemple, comme je vous
je reprends l'exemple des transpondeurs, donc des radars Thales qui équipent les drones, mais pas les drones de surveillance pour faire de la photo de mariage, c'est les drones d'attaque, quoi. Donc voilà ce qu'on sait. Donc c'est pour ça que ce rapport aussi, il est assez modeste, il dit juste voilà les chiffres. Mais c'est un gros chiffre, c'est quand même... C'est un chiffre énorme, effectivement, on n'arrive pas à se représenter que ça peut être 15 milliards d'articles. Donc c'est ça, ce serait intéressant que plutôt que de nous mentir en nous disant mais Israël est un concurrent, que le ministre nous dise effectivement qui nous prouve qu'on a faux. Absolument. Et qui nous prouve qu'effectivement c'est pas 15 milliards ou j'en sais rien, c'est des grains de sable, j'en sais rien, mais qu'il nous avance là il nous accuse de faire de la propagande et de mentir, alors que nous on a des faits. On va dire Macron a décidé de bloquer les transpondeurs des drones à la frontière en mai de l'année dernière. Donc et c'est pour les drones de combat. Donc le ministre il fait comme s'il n'y avait eu aucun passé de ça et aucune vente, alors qu'on a tous les chiffres. Il est même répondu l'année dernière là-dessus. Donc il y a eu l'affaire aux Rawlings. Donc en fait tout est faux. Et juste un dernier argument qui me choque vraiment, c'est quand il dit mais Israël est un concurrent. Mais ça c'est pas un argument. Je veux dire, les Aubert et Duval, ils vendent effectivement les tubes, donc ils vont faire les canons pour Israël, mais ils vendent les mêmes tubes ensuite à KNDS pour le canon César. Donc en fait les marchands de canons, ils vendent à n'importe qui en fait. Peu importe s'ils sont un coup ils font la coopération, un coup ils sont rivaux, mais à la fin ils vendent d'abord et puis ils réfléchissent ensuite. Justement, juste avant de vous laisser réagir, je vous donne la parole tout de suite. On va d'abord écouter justement Jean-Noël Barrot sur l'aide militaire à Israël en octobre 2024 sur France 2. Pour la sécurité d'Israël, il faut que les armes et que la force cèdent la place au dialogue et à la diplomatie. C'est pourquoi la France, comme la plupart des pays du monde, appelle aujourd'hui au cessez-le-feu, à Gaza comme au Liban. Et quand on appelle au cessez-le-feu... C'est autre chose de dire il faut arrêter de livrer des armes à Israël, parce que comment se défendra l'État face au Hezbollah ou à l'Iran? Mais il n'a jamais été question de désarmer Israël. Il a simplement été question de dire, quand on appelle au cessez-le-feu, on ne peut pas en même temps fournir des armes offensives aux forces en présence. C'est une question de cohérence. Cette déclaration, quand même, elle donne aussi l'impression qu'on joue un peu sur les mots. Ah mais complètement, depuis le début, ils jouent sur les mots parce qu'ils ne peuvent pas admettre, vis-à-vis de leur propre population, qui sera quand même mobilisée largement en soutien du peuple palestinien, vis-à-vis de la situation sur place, parce que, vous l'aviez rappelé, la Cour de justice internationale a demandé que toutes les États puissent prendre des mesures de prévention de la possibilité de la commission d'un génocide. On sait que ce génocide, il a lieu et tout le monde a pu le constater. Et puis, on joue sur les mots, pourquoi ? Parce que vous l'avez rappelé en disant, aujourd'hui, les productions industrielles, elles passent par une division du travail, mais c'est la même chose pour les voitures, certains composants, certaines pièces, et vous avez dans le cadre de la mondialisation une division internationale du travail, sauf que là, dans le cadre, bien entendu, que telle compagnie d'armement peut être la concurrente de telle autre sur tel ou tel modèle. Mais en vérité, il y a quand même une division du travail, et là on parle de la division du travail de l'industrie de la mort. C'est pas un petit sujet. Et à l'intérieur, il y a une complicité évidente de l'ensemble de ces gros groupes. C'est-à-dire que la guerre, ça tue et ça rapporte de l'argent. Et ça a toujours été comme ça dans le système capitalisme. La guerre ne survient pas de nulle part. Elle est une solution pour doper l'armement. Je ne dis pas qu'on le fait pour. Je dis qu'en plus de ça, là, il ne s'agit pas d'une guerre. Il s'agit d'une tentative de détruire entièrement le peuple palestinien et de le faire avec l'appui des puissances qui vendent des armes, qui sont par ailleurs l'appui des puissances qui politiquement ont toujours soutenu l'État d'Israël. Vous avez les États-Unis en tête, vous avez l'Allemagne qui s'enfonce de plus en plus dans le soutien génocidaire à un niveau absolument alarmant, si on rappelait le fait que l'Allemagne est responsable de 2 génocides dans l'histoire, le premier de l'histoire en Namibie et ensuite le génocide du peuple juif sur le continent européen, et la France, qui a eu un rôle historique de soutien à l'armement israélien dès la création de l'État d'Israël, continue aujourd'hui d'exprimer son soutien politique via ce biais-là, et la meilleure preuve, c'est quoi ? C'est que c'est eux qui ont dit soutien inconditionnel à l'État d'Israël au début. Absolument. Et aujourd'hui, ils sont encore plus tentés de mentir sur ce qu'ils font réellement, tout simplement parce que de temps en temps, il y a eu des inflexions du discours, de la com à la Macron pour dire qu'ils allaient faire ceci, faire cela, mais qu'en attendant, sur place, les rapports de force n'ont pas changé, et ils n'ont pas changé parce qu'il y a ce soutien du monde occidental actif et un soutien complice. Et il y a, si vous me permettez, un soutien, comme le dit Paul, il y a aussi un soutien passif. C'est-à-dire que nous laissons les ports, vous l'avez rappelé,
nous laissons les ports réexpédier des armes, etc. Enfin, sauf les réactions heureuses et courageuses des dockers CGT de Marseille qui ont fait que les deux containers n'ont pas embarqué sur le bateau israélien, coaffrété d'ailleurs par Israël et par la Chine, et que les dockers de Gênes s'apprêtent à faire pareil. Un autre élément de complicité passif et comme vous l'avez dit Paul, de composants. Le F-35 est un avion certes très moderne, mais très coûteux et très fragile. Et pour le vendre, les Américains, les États-Uniens ont fait participer beaucoup de pays à des composants. C'est un avion qui est plein de composants. Alors il est furtif, enfin jusqu'à un certain point, puisqu'il y a toujours des recherches qui vont à l'encontre de la furtivité des avions, et il est connecté. Ce qui veut dire que c'est les Américains qui ont la barre sur la connexion. Si on vous déconnecte votre avion, vous allez faire du tourisme et vous ne pourrez pas capter, verrouiller votre radar sur l'ennemi, etc. Enfin voilà. Et donc, il y a un commerce fantastique de pièces détachées qui passe par les Pays-Bas, qui ont d'abord commencé par l'interdire, qui passe par des ports comme Tanger. Il y a eu une affaire de Mers et qui passe aussi par avion. Il y a des avions tous les jours qui passent, des avions des B-52, des avions de transport américains, qui utilisent notre espace aérien, qui passent de Fairford et qui traversent l'espace aérien pour aller au Moyen-Orient. Et un peu plus avant, dans leurs contradictions, la France va pouvoir dire parfois qu'il y a une interopérabilité, selon le terme de l'OTAN, entre les avions français et les avions israéliens qui se livrent à des manœuvres bisannuelles, enfin tous les 2 fois par an ou 3 fois par an au-dessus de la Méditerranée pour la sacro-sainte sécurité de la Méditerranée orientale. Voilà. Donc tous ces discours sont pleins de contradictions. On peut s'amuser, hélas, tristement, parce que je le rappelle, il y a urgence à relever les propos de M. Barrot. Ce que nous voulons, c'est pas des dénonciations, c'est pas que M. Macron dit c'est une honte, c'est qu'ils agissent et qu'ils prennent des sanctions comme il leur est fait obligation. Justement, on parlait des Dockers, donc les Dockers qui ont empêché le chargement des munitions, Dockers CGT de Marseille, ils ont dit nous refusons de participer à un génocide. Est-ce que justement ce type d'actions citoyennes peuvent-elles peser là où l'État échoue, selon vous ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas un échec de l'État. Il y a une volonté de Macron de garder des bonnes relations avec Netanyahou et Israël, quoi. Par contre, effectivement, ce que nous ont montré les Dockers, c'est qu'en une demi-heure, on peut effectivement bloquer une cargaison de matériel militaire, quoi. Donc, et donc ils ont juste dit, on refuse, enfin on va laisser ces 3 containers sur le quai et on va pas y toucher, quoi. Et donc ça nous montre aussi la puissance des travailleurs et des travailleuses en disant effectivement, quand je refuse de faire mon boulot, et ça a un impact. Donc notre travail a un impact et refuser de le faire en a un aussi. Et donc il y a eu évidemment le cas des Dockers qui était extrêmement important, parce qu'ils ont montré qu'on peut bloquer, ils ont révélé qu'il y avait effectivement, donc, outre les maillons, il y a les canons de Aubert et Duval. Donc il y a ça, mais il y a aussi plus récemment, le 10 avril, les travailleurs de ST Microelectronics à Grenoble, eux ils font du semi-conducteur. En lien avec l'extérieur de l'entreprise, donc Urgence Palestine Grenoble, ils ont monté ensemble une grève pour dénoncer les liens entre leur employeur et Israël. Et ça a eu beaucoup de succès dans Grenoble. Donc il y a eu tout ça. Et donc par exemple, il y a la CGT Thales qui a pris position pour dire on veut que nous, la CGT, rompe tous ces liens avec Israël. Donc nous, on est très centré sur les travailleurs et travailleuses de l'armement, mais on voit que dans l'armement, il y a plein de métiers très différents. Tout le monde ne bosse pas dans l'armement, il y en a qui font du civil aussi, et il y a un mécontentement des choix politiques des employeurs d'armée Israël, et il y a un mouvement dans les bases de la société, chez les travailleurs et travailleuses, de dire on va arrêter ça, et on se rend compte que par notre action, on peut agir. Un dernier mot là-dessus, parce que les armes sont conçues, fabriquées, transportées, il y a de la logistique et les douanes. À tous ces niveaux-là, les travailleurs et travailleuses peuvent agir, quoi. Juste avant de donner les paroles, il y a aussi des voyages réguliers, on le voit dans votre rapport, entre Marseille et Haïfa. Comment aujourd'hui cette route n'est-elle pas suspendue quand on a connaissance en fait de... Oui, mais vraiment c'est ça qui est hallucinant, c'est que la France, Macron il dit à la fois on vend pas d'armes, à la fois on vend du matériel militaire défensif. Donc il nous dit les deux en même temps. Là c'était comme tout à l'heure, il dit en octobre quand c'était les négociations avec le Liban, il dit mais honte à tous ces pays qui vendent des armes à Israël. Donc Barrot, je ne savais même pas qu'il avait dit ça, mais Macron l'avait dit aussi. Et pendant ce temps il continue d'envoyer du matériel militaire, quoi. Donc il y a vraiment un double discours. On a nous retrouvé effectivement donc il y a du matériel qui est sur des lignes régulières.
il y a aussi du matériel qui est envoyé par des vols militaires. Donc on a un vol militaire français. Donc voilà, un vol militaire français, effectivement, on met ça dans le rapport qui est parti qui arrive c'est le 12 mars, il y a eu un vol où, effectivement, donc ça c'est directement l'armée française qui a fait un vol qui s'est posé en Israël. Donc là pareil, on ne connaît évidemment pas le contenu de la cargaison, etc. Donc on a réussi à retrouver ce vol-là. Donc ça pose question sur effectivement qu'est-ce qui se passe exactement. On n'a aucune idée, ils nous racontent ce qu'ils veulent, parce qu'on n'a pas de contre-pouvoir. Et effectivement, donc vraiment, les dockers, merci beaucoup les dockers de Fos-sur-Mer de montrer que en arrêtant le travail, tout de suite, on a nos réponses, quoi. Et en fait, c'est ça le problème. Moi, je discutais avec des douaniers. Ils m'ont dit, mais moi, si en tant que douanier, sur mon ordinateur, il y a toutes les informations. Mais si moi, individuellement, sur mon ordinateur, je commence à pianoter, mon patron me tombe dessus, quoi. Donc en fait, il y a plein de travailleurs et travailleuses qui ont les infos, mais dans leur cadre professionnel, ne peuvent pas effectivement individuellement dénoncer ces trucs-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des fuites aussi qui sont arrivées dans Disclose. Mais ça nous montre aussi que l'action collective de grève permet finalement de protéger les salariés et en même temps d'agir concrètement, quoi. Et un dernier exemple sur faire son travail, pas faire son travail. En 2011, vous vous souvenez, le printemps arabe en Tunisie, donc Michel El-Omari, ministre de l'Intérieur de la répression, nous dit on va exporter le savoir-faire français en matière de répression et donc on va envoyer plein de gaz lacrymo, etc., de flashballs et compagnie. Ils ont fait ça tellement à l'arrache au gouvernement français que les documents des douanes étaient mal remplis. Les douaniers, ce qu'ils ont dit, écoutez, votre document est mal rempli, donc pour l'instant, on ne valide pas la cargaison. C'est sorti dans la presse, il y a eu tout le week-end, la société civile s'est mobilisée, et à la fin, grâce à cette action de ne pas faire son boulot, mal le faire, non, c'était vraiment, pour bien faire mon boulot, je ne peux pas tamponner ton document, et ça a bloqué la cargaison de répressive, quoi. Donc ça montre que la puissance des travailleurs, des travailleuses. Absolument. Et je vais dans le même sens que Loïc en rappelant aussi que les travailleurs européens, les syndicats européens sont en train de se mobiliser. Nous faisons partie de comme SAI, comme des associations d'une vingtaine de pays européens, de la coordination européenne des comités et associations pour la Palestine, et de plus en plus les syndicats européens se mobilisent dans ce sens-là, les syndicats de travailleurs. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que il y a effectivement une rouerie, une malhonnêteté de la part des autorités françaises. Et pourtant, l'année 2024 a été extraordinairement importante pour nous, pour la lutte pour le peuple palestinien. J'ai rappelé l'avis de la Cour internationale de justice, l'ordonnance du 18 septembre 2024 de l'Assemblée générale de l'ONU, portant obligation aux États, aux entreprises, aux États tiers, aux entreprises et aux particuliers d'arrêter tout commerce, y compris tout commerce des armes, avec Israël, dont l'occupation est déclarée illicite. Donc la France est en infraction. Absolument. Et on a 1 an, c'est-à-dire il reste moins de 4 mois maintenant pour se mettre en conformité. Alors effectivement, pour nous défendons ce droit et nous portons haut à la FPS ces acquis du droit, tout en sachant bien que ce n'est pas suffisant et qu'il faut que les opinions publiques oblige les États à respecter ce droit. Et nous avons nous-mêmes écrit, nos groupes locaux ont écrit par exemple à la direction des douanes françaises pour leur dire attendez, il y a ça et ça, au Premier ministre, etc., qui évidemment ne nous répondent pas. Mais ce que nous saluons avec émotion, c'est le mouvement nouveau qui se lève en France justement contre cette ignominie. Moi, je voulais rappeler aussi que nos sociétés n'ont pas de mémoire. On parlait du génocide des Juifs. Je pense à une scène du film de Lanzmann Shoah. Il interviewe un employé de la Reichsbahn et qui dit les trains partaient à l'heure. Mais on lui dit mais il y avait des bruits dans ces trains. Il dit mais moi j'étais payé pour que les trains partent à l'heure. Et ce que soulignait Loïc justement et ce qui est méritoire, c'est que c'est un sursaut moral de la part de dockers et de travailleurs de dire non. Dans ce cas-là, je désobéis. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que quelque part, l'amour du droit, de la justice et de la morale prime chez les peuples. On ne peut rien imposer au peuple dans l'injustice. Tu voulais réagir, Paul ? Non, mais effectivement, des opérations de sabotage, de freinage, des possibilités des chaînes de production existent. Il y en a même eu, on n'a pas parlé de ce pays, mais en Angleterre, l'année dernière, qui ont empêché pour quelques heures la ligne de production. Mais une ligne de production, ça met du temps à redémarrer, etc. Par des actions, encore une fois, collectives. Le mot d'ordre, c'est collectif, parce que le collectif, ça protège et c'est dans le cadre de droits obtenus, encore une fois, de dure lutte par les combats des personnes qui se sont mobilisées précédemment. Et puis, dans cette idée, puisqu'on l'a bien dit, le problème,
problème, c'est qu'il y a un blocage politique. Il y a une complicité qui est voulue par le gouvernement, assumée à demi-mot, puisque ils l'ont assumé au départ, et puis ça a été difficile de tenir sur le fond. Donc c'est un peu la société aussi civile qui reprend l'éthique un peu que l'État a abandonnée. Absolument. Et la société civile doit pousser, je pense qu'on le fait déjà, pour briser, encore une fois, ce mythe d'un pays qui se défend. Et Francesca Albanese, la rapporteure spéciale, a très bien dit, Israël n'a pas de droit à se défendre, elle se défend, c'est un fait. L'État colonial israélien est l'agresseur du peuple palestinien parce qu'il le colonise, parce qu'il organise ce génocide, et que, encore une fois, il y a un droit que Israël doit respecter, c'est le droit international. Donc le droit de se retirer des territoires occupés, le droit de laisser les réfugiés revenir, le droit d'arrêter de tirer sur des populations civiles, sur des écoles, sur des hôpitaux, sur des journalistes, etc., de torturer des prisonniers, etc. C'est ça le seul droit qu'Israël a. Et donc il faut briser cette idée de dire qu'il faut bien qu'Israël se défende. Le dôme de fer, vous l'avez très bien dit, et je voulais rajouter là-dessus, c'est aussi un système très complexe de défense qui permet à la société israélienne de vivre dans le déni de sa situation. C'est-à-dire le fait qu'elle vit bien, ne serait-ce que seulement parce que les Palestiniens, à 30 km de là où ils habitent, vivent très mal. Et que ça maintient l'illusion, voilà, que la possibilité de coloniser un territoire, la Palestine, de massacrer sa population, de pratiquer le nettoyage ethnique depuis plus de 75 ans, est un droit inaliénable au nom du suprémacisme mis en avant par les différentes formations politiques d'extrême droite israélienne. Donc c'est ça qu'il faut briser, et donc la question de la défense, c'est lié, encore une fois, pourquoi c'est important, parce que c'est lié à l'argumentaire du gouvernement français sur le fait que finalement quand on envoie des pièces de fusil mitrailleurs, c'est pas pour tuer. Je veux dire, mais je vous rappelle que c'est quand même la part le Premier ministre a dit la même chose régulièrement, c'est la part d'un Premier ministre qui n'a pas été capable de voir des violences dans un établissement où sa fille a été victime de violence. Donc si vous voulez, si on doit croire à leur minutie, à leur observation et à leur bonne foi, on n'est pas sorti de l'auberge, et il faut continuer de se mobiliser. Et il y a un rassemblement massif à la place de la République, on est en train de voir qu'est-ce qui s'installe, etc. Mais il faut de toutes les manières continuer à mobiliser largement sur ces questions. Justement, on va revenir sur la mobilisation, mais pour finir sur cette partie-là, vous portez donc une série de revendications. Quelles sont selon vous les 3 mesures urgentes que vous demandez au gouvernement français ? Nous, on ne s'adresse pas au gouvernement français. Nous, notre revendication, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête d'armer Israël. En tout cas, pour les réveiller d'une certaine façon. Oui, donc c'est cette question de... Nous, on parle de vraiment arrêt des ventes d'armes, quelles qu'elles soient. On a parlé, donc, l'arrêt des ventes d'armes, la France aussi achète du matériel israélien, donc donne de l'argent à Israël pour continuer d'alimenter le génocide. Il y a toutes les coopérations militaires, ça a été dit, les échanges d'ingénieurs, etc. Donc vraiment, les liens sont forts entre les entreprises d'armement israéliennes et les entreprises d'armement françaises, plus les armées. Donc vraiment, la rupture de toutes ces... l'objectif, c'est qu'on obtienne, nous, effectivement, l'arrêt de toutes ces coopérations. Un mot à ajouter sur les mesures. Sur les 3, puisque vous posez la question, nous pensons que la première chose absolument urgente, c'est le cessez-le-feu, comme je le disais tout à l'heure. Un peuple est en danger, quand il sera trop tard, il sera trop tard. Donc il faut d'urgence un cessez-le-feu et obliger Israël à cesser le feu. La deuxième chose, c'est le retrait de Gaza et le respect de l'intégrité du peuple palestinien et d'un État palestinien, de la société palestinienne. Et la troisième chose, c'est le respect du droit international, c'est-à-dire, comme ça a été dit, le droit au retour, les réparations, ce que dit précisément la résolution du 18 septembre 2024 de l'ONU. Et il faut absolument obliger Israël à respecter le droit. Droit à se défendre, je répète, vous en avez parlé, Paul, un État a droit de se défendre contre un autre État. Mais là, Israël attaque une population civile. Alors évidemment, on dit c'est la guerre contre le Hamas, mais c'est pas vrai, c'est pas la guerre contre le Hamas, tout le monde le sait bien, malgré les titres des médias mainstream. Voilà les 3 choses que nous pensons être, à mon avis, prioritaires. Effectivement, c'est les priorités, mais je pense qu'il y a derrière la question des sanctions, en fait, pour pouvoir passer à un autre cap. Donc ça veut dire convoquer, voire expulser l'ambassadeur d'Israël, couper les relations diplomatiques, couper les relations universitaires, notamment avec les universités qui participent de l'effort de guerre israélien. Il y en a énormément qui sont en lien avec les industries de défense en Israël et avec qui les universités françaises ont des coopérations. Il faut cesser les coopérations également culturelles, sportives, boycotter massivement les compétitions ou interdire à cet État de participer à des compétitions comme la Coupe d'Europe de basketball. Et vous en avez plein comme ça. Et il faut ensuite avoir des sanctions économiques. Donc, c'est-à-dire suspendre l'accord européen de coopération avec Israël qui est en train d'être enfin, on évoque le fait qu'on va le réviser alors que dans cet article 2, il est conditionné au respect des droits humains. Il faut ensuite réfléchir. Vous savez,
savez, par exemple, quand la Russie a injustement envahi son voisin, l'Ukraine, on a parlé de son exclusion, en tout cas temporaire, du système d'échange interbancaire, ce qui a eu des effets, on va dire, pas si importants, parce que la Russie a un autre système de gestion de ses flux bancaires et financiers. Mais vous faites ça pour l'État d'Israël, demain c'est terminé. Okay, il n'y a plus d'économie. Je ne dis pas que ça va se faire, mais je veux dire, ce sont des revendications à faire pour dire qu'il faut massivement mettre hors d'état de nuire aux Palestiniens l'État colonial israélien. C'est simple, mettre hors d'état de nuire aux Palestiniens. Donc pas d'armes, pas d'échange économique, et il faut les mettre sous une pression pour qu'ils renoncent à leur projet. Parce que politiquement, sinon, ils n'y renonceront jamais. Absolument. Il faut écouter Netanyahou, il faut écouter l'extrême droite, qui est encore plus à droite que Netanyahou. Ils ont des objectifs très clairs, et à chaque fois, encore une fois, fait accompli. Au début, on disait, mais non, personne ne va parler de réoccupation de Gaza, c'est du folklore de l'extrême droite israélienne. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a les manettes. C'est aujourd'hui, le projet, c'est de réimplanter les populations qui ne sont pas les populations palestiniennes, parce que ça sert à ça, le nettoyage ethnique, à Gaza, et puis au Liban, et puis aussi en Syrie. On a également une avancée de l'occupation après le Jolan, une expansion des territoires occupés. Donc c'est ça la réalité. Et pour ça, c'est des sanctions massives. Vous avez tout à fait. Et le degré zéro qu'on n'atteint même pas, c'est l'aspect diplomatique. Cet après-midi, l'ambassadeur d'Israël a été reçu avec tous les égards pendant 2 heures au Sénat, où il a pu dérouler les arguments israéliens. Ils sont chez eux, ils ont tous les droits, etc. Alors qu'effectivement, du point de vue diplomatique, il faut rappeler l'ambassadeur de France, il faut convoquer l'ambassadeur d'Israël, ce qui n'a jamais été fait à ma connaissance. Et c'est vraiment comme disait, c'est par là qu'il faut commencer, et après des sanctions effectivement réelles. Juste pour ajouter une chose, vers le salon du Bourget, là du 16 au 22 juin, on déroule le tapis rouge à des entreprises israéliennes, quoi. Donc si vraiment Macron il voulait un peu se fâcher avec Netanyahou, il pourrait décider de annuler la présence de ces entreprises, et il ne le fait pas, quoi. Donc c'est vraiment en plein génocide, on déroule le tapis rouge, un tapis taché de sang, à des boîtes d'armement israéliennes, quoi. Donc ça il bouge pas. Donc moi je pense que par la pression populaire, et c'est très, je pense qu'on va en parler, quoi. Le fait qu'il y ait des manifestations aussi énormes depuis 3 semaines, ce week-end, qu'à Paris, tous les soirs maintenant, on va avoir des manifestations toute la nuit, il y a des occupations de la République. Ça va mettre la pression à Macron. L'année dernière, c'était urgence Rafah, il y a des manifestations tous les soirs à Paris, dans le reste de la France, je sais pas. Et ben, au terme de la semaine, on avait annulé la présence israélienne à Eurosatory, on avait Macron décidé de bloquer les transpondeurs Thales. Donc ça montre que la pression populaire, même s'ils nous disent qu'ils s'en foutent, à la fin, ça lui met quand même la pression, et on peut l'arracher. Mais effectivement, il faut que toute la population là descende dans la rue massivement, dire non. Donc c'est ce soir, demain, toute la semaine, samedi, dans toute la France, il y a des manifestations en soutien au peuple palestinien et la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et on organise le 21 juin à Bobigny une manifestation qui va faire Bourse du Travail de Bobigny jusqu'au salon du Bourget, pour dire effectivement non au commerce d'armement avec Israël, non au commerce de mort tout court, quoi. Justement, en parlant d'un rassemblement. Oui. Et ailleurs, dans le même ordre d'idée, les plus de 100 groupes locaux de la FPS manifestent tous les samedis depuis maintenant plus de 20 mois pour les mêmes objectifs. Et nous appelons aussi à manifester contre la tenue du salon, contre l'invitation des entreprises israéliennes au salon du Bourget, et pour ce cessez-le-feu, et que le peuple palestinien recouvre ses moyens de vivre, ça fait partie du génocide, et sa dignité. Et justement, en parlant de rassemblement, ils sont aussi à Place de la République pour la libération justement des activistes pacifistes qui étaient sur la flottille de la Liberté Madeleine. Et François Bayrou a dénoncé justement aujourd'hui, je cite, une instrumentalisation de la part des militants qui étaient à bord du Madeleine. On écoute. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je vous réponds parce que je trouve inacceptable qu'un certain nombre de forces politiques utilisent pour les 3 ou 4 personnes qui sont aujourd'hui détenues depuis 2 jours en Israël, utilisent le mot otage. Je veux rappeler simplement les faits. Après l'arraisonnement de ce navire, les 6 Français qui étaient à bord se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l'instant, et un certain nombre d'entre eux l'ont refusé. Et monsieur le sénateur, si les vrais otages, ceux qui sont détenus à Gaza, s'étaient vus offrir la possibilité de rentrer dans leur pays
À l'instant, je vous assure qu'ils seraient rentrés et on n'utiliserait pas le mot d'otage pour eux. Je trouve inacceptable qu'on instrumentalise les choses de cette manière. La parole est à notre collègue. Donc on voit qu'il y a des sénateurs qui quittent justement l'hémicycle. Comment est-ce que vous interprétez aussi ce positionnement du Premier ministre ? Moi, j'y vois encore une fois ce qui a été dit déjà, le retournement des mots, la perversion du langage. Enfin, je veux dire qu'ils ont le choix, et ils n'ont pas eu le choix. On leur a dit, ou vous signez ce papier dans lequel vous reconnaissez ceci, cela, que vous êtes des coupables, etc., et on vous laisse partir, ou vous ne le signez pas et on vous garde. Est-ce que vous croyez que c'est un vrai choix, ça, hein ? Bon. D'autre part, le mot otage, enfin, depuis maintenant plus de 20 mois, on assiste à une pression terrible sur le fait de rendre ces otages israéliens qui doivent être effectivement rendus, mais on oublie les plus de 11 000 prisonniers politiques palestiniens et la détention administrative qu'Israël prodigue à foison. Vous avez été aussi en Palestine, et qui permet d'arrêter sans jugement, sans preuve, sans avocat, n'importe qui, après 12 ans, puisque je crois que l'âge légal de responsabilité décidé par l'État d'Israël, c'est 12 ans. D'ailleurs, Madame Stéphanie Latadala a fait un ouvrage très bon sur l'univers carcéral et l'industrie carcérale, si j'ose dire, industrie entre guillemets, en Israël. Donc, cette tirade de Monsieur Bayrou est absolument, enfin, je veux dire, c'est la perversité du langage. Quand le langage démocratique, enfin, Monsieur Victor Klemperer l'a dit pour le langage du Troisième Reich, ça a été étudié dans d'autres, Jean-Pierre Faye aussi en France. Quand le langage dérape de cette façon-là, nous sommes très inquiets parce que la démocratie devient un exercice difficile, voire impossible. Oui, mais la Macronie, c'est caractérisé par une communication orwellienne, hein, avec une aversion totale du sens des mots. La guerre, c'est la paix, la défense, c'est l'attaque. Enfin, pour le coup, là, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, c'est pas de l'attaque, c'est de la défense. Et là, vous avez une provocation, hein, de la part de Bayrou, qui fait encore une fois partie de la droite française, qui est une famille politique qui s'est illustrée à longueur de plateau pour expliquer que lorsque les travailleurs, par exemple des transports, font grève, ils prenaient en otage les Français. Et là, ils viennent nous faire tout un pataquès sur l'utilisation de ce mot qui, encore une fois, est justifié. Un otage, c'est une personne qui est retenue contre son gré. Hein. Ça vaut pour les otages israéliens qui sont retenus contre leur gré dans la bande de Gaza, hein, mais que M. Netanyahou a préféré laisser sur place en refusant et en faisant échouer nombre de possibilités d'échange pour avancer son agenda personnel. Et ça vaut pour des personnes qui sont, encore une fois, prises contre leur gré à l'intérieur des eaux internationales. Hein, et à qui on demande pour leur libération, on leur demande de signer quoi, hein, la reconnaissance qu'ils seraient arrivés illégalement sur le territoire israélien. Ils ne sont pas allés au territoire israélien, ils ont été arrêtés par les forces militaires en violation du droit international dans les eaux internationales. C'est ça la situation. Donc effectivement, ils sont des otages. Alors la question, c'est que de fait, ils sont plus protégés que les otages qui sont à la bande de Gaza, parce qu'ils vont revenir dans les 48 heures sans doute, parce que l'État d'Israël ne peut pas se permettre, hein, d'avoir une députée, eurodéputée française disparaître dans ses prisons comme un vulgaire palestinien, j'allais dire. Et je pèse mes mots, ça n'est pas contre les Palestiniens, mais de fait, c'est ça la réalité. C'est que si vous êtes un Palestinien, moi j'ai donné des cours sur place, j'ai des étudiants qui disparaissaient. Ah bah, ils sont partis en prison, hein, voilà, parce qu'ils ont traîné au mauvais endroit et que tout d'un coup, lorsqu'il y a une descente de l'armée israélienne, ils peuvent les prendre, les arrêter, etc. etc. Donc la question, c'est ça, et c'est une provocation supplémentaire de quelqu'un qui, encore une fois, lui, comme l'ensemble des ministres depuis 2023, ont du sang sur les mains. Ils sont dans une relation de complicité, de génocide, et ils sont tous indirectement, mais aussi directement responsables par leur inaction ou par leur soutien à Israël de ce génocide. Et on l'a vu, hein, dans tous les ministres qui sont aussi exprimés ces derniers jours pour nous expliquer que c'était horrible, une opération de communication. Moi, je pense qu'au contraire, ça n'est pas une communication et que ce message, hein, qui a été lancé par la flottille est important. Il y a un autre convoi qui est en train de partir, là, de Tunisie, qui s'appelle Soumoud, ça veut dire résistance, résilience en arabe, et qui veut partir avec des centaines de véhicules, des centaines de militants dans une trentaine de véhicules pour aller à Gaza. Et c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut lancer l'assaut humanitaire sur Gaza. Hein, on n'est pas en train de parler d'envahir l'État d'Israël, de faire la guerre, etc. On parle d'un assaut humanitaire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce blocus illégal qui dure depuis plus de 20 ans, il doit tomber.
Et pour cela, il faut mobiliser tous les moyens citoyens, politiques et humanitaires pour ce faire. Et je pense que c'est une très bonne chose que cette flottille ait fait ceci. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pas tellement Bayrou, mais ce qu'on a vu précédemment avec le ministre de la Défense, le Cornu, c'est qu'il nous traite d'antisémites. Mais là, quand on touche à l'armement, ils disent on est antipatriotique. Et donc, on sent là que ce que dit Bayrou aussi, c'est une extrême violence envers nous, les militants qui nous défonçons en France pour aider le peuple palestinien et les Palestiniens. Et là, c'est la menace quand même de dire, en fait, si tu dénonces les liens d'armement entre la France et Israël, tu n'es pas un bon citoyen français. Alors, c'est quoi la menace derrière? On va avoir une décharge de nationalité. Et on a rejoint une coalition qui s'appelle Guerre à la guerre. C'est quand même cette idée qu'il y a une marche à la guerre aussi en France par Emmanuel Macron, dans une ambiance un peu avant Première Guerre mondiale. Et ce qui nous attend, c'est effectivement, tu n'as pas le droit de critiquer la guerre, les décisions militaires de Macron. Et donc là, on voit bien qu'on touche à un truc qui est sensible, qui est effectivement le pouvoir d'État. Et c'est une question qui était un peu sautée tout à l'heure, mais évidemment que toute cette équipe connaisse très bien tout ce qui est vendu, puisque à chaque fois, c'est tamponné par le Premier ministre. La France n'a pas le droit de vendre des armes, enfin, une entreprise française n'a pas le droit de vendre des armes. C'est à chaque fois une exception qui est autorisée par le Premier ministre. Donc, sur le bureau de Bayrou, vous avez toutes les demandes de Thales, Safran, etc., tous les mois qui tombent, et lui, il tamponne à chaque fois, quoi. Donc, ils ont toutes les informations, ils se moquent de nous, et en plus, ils nous accusent, en gros, de terrorisme, d'antipatriotisme, etc. Donc, c'est extrêmement brutal, c'est extrêmement dangereux sur ce qui nous attend pour les mois et les années à venir. C'est orwellien. Ils nous disent que la gauche est antisémite, la droite, elle, ne l'est pas. Enfin, tout a été inversé. Et donc, c'est une grande brutalité. C'est un monde brutalisé qui nous attend, là. Rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ouais. Et pour reprendre tout à fait ce que vous dites, il y a un livre de quelqu'un qui n'est pas politisé à l'extrême gauche, c'est Giorgio D'Empoli, qui parle de l'heure des prédateurs. Et là, en ce moment, nous sommes en train de défendre une prédation, c'est-à-dire des oiseaux de proie qui viennent à s'attaquer à une proie. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. J'ajouterais aussi une chose, qu'avec cette assimilation dont vous avez parlé, Loïc, sur antisémitisme, antisionisme, ce qui pèse comme une épée de Damoclès sur la société française, c'est une menace grave sur la liberté d'expression. Car, je le rappelle, être antisémite est un délit, être antisioniste est une opinion. Très bien. Et justement, lors d'une séance de questions au gouvernement, donc ce mercredi 11 juin, la présidente des députés LFI, Mathilde Panot, a accusé le Premier ministre de ne pas avoir pris position en faveur de Rim Hassan et des citoyens français retenus en Israël. Je cite Monsieur François Bayrou, pourquoi protégez-vous Benyamin Netanyahou? Lui a-t-elle lancé? On écoute. J'en appelle solennellement à Emmanuel Macron. Nous voulons être reçus immédiatement pour faire en sorte que la France agisse à la hauteur du moment historique que nous sommes en train de vivre. Je suis très en colère. Vous savez, lorsque vous êtes chef d'un gouvernement et que vous avez des compatriotes emprisonnés, vous ne reprenez pas les mêmes éléments de langage et de propagande que ceux du gouvernement d'extrême droite israélien, que ceux de Netanyahou. C'est en dessous de tout de faire cela. Normalement, lorsque vous êtes un responsable politique, un chef de gouvernement, vous cherchez d'abord, par tous les moyens possibles, à faire sortir le plus rapidement possible vos compatriotes et vos concitoyens. Et ensuite, vous pouvez avoir l'analyse que vous voulez de ce qui a été fait. Je m'en moque. Mais le premier devoir d'un responsable politique, c'est de libérer des compatriotes, dont une parlementaire française, je le rappelle, qui aujourd'hui sont emprisonnés de manière illégale et qui ont été arrêtés de manière illégale. C'est le premier devoir d'un Premier ministre, pas de reprendre les mots d'un gouvernement d'extrême droite. Une réaction rapide. Oui, moi je crois que tout est dit là, et je rappellerai une chose qui est peu rappelée, c'est que Mme Rima Hassan devrait avoir une immunité parlementaire. Et que jamais on ne parle d'elle comme d'une parlementaire retenue. Un parlementaire est une personne sacrée au regard de l'élection démocratique qu'il a fait élire. Loïc. Non, j'ai pas de commentaire. Ouais. Ça. Non, mais Mathilde Panot a raison, ça devrait être une priorité, mais encore une fois, ça démontre quoi? Ça démontre que l'État d'Israël est capable de faire absolument ce qu'il veut, parce qu'en face, il n'y a pas de volonté politique de lui dire d'arrêter. Et donc, ça ne tient qu'à l'ensemble de la société française, allemande, américaine, de se mobiliser pour mettre la pression sur les autorités publiques, parce que sans rapport de force, pas de résultat. Et ils ont été, je termine peut-être rapidement aussi, ils ont été aujourd'hui qualifiés, je cite, d'immigrés illégaux.
par le gouvernement français. Oui, mais ça dit quelque chose. De toute façon, on fait aussi la guerre aux personnes qui s'exilent pour arriver sur le continent. On déploie aussi des armadas. Je vous rappelle que Frontex est armé avec des bâtiments qui sont là pour repousser des personnes à la mer, quitte à provoquer leur mort. Parce que c'est ça qui lie aussi Israël à la France. C'est une mentalité coloniale dans laquelle la figure de l'étranger est la figure d'un ennemi. Et que puisqu'il est désigné comme ennemi, il est possible de décider de lui faire du mal, voire de le traiter autrement que comme un être humain. Et donc en violant ses droits, et donc en provoquant sa mort. Et donc le fait qu'il parle d'étrangers illégaux, etc., l'illégalisme de la figure de l'étranger, ça fait partie du problème raciste et du problème colonial en Israël, mais comme en France. Le gouvernement fabrique de l'hostilité, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Jacques, merci Paul et merci Loïc. Et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Stérin pour installer l'extrême droite au pouvoir. Le média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour dénoncer, je reprends le fil, pour développer une chaîne d'information populaire et indépendante sur les réseaux sociaux de la TNT francilienne. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias et je vous souhaite une excellente soirée.